Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment, Jean-Louis, de m'avoir convié à ce moment d'échange entre la France et le Brésil sur les questions d'économie sociale et solidaire. Il me semble que les allers-retours entre contextes ont une portée heuristique absolument centrale pour de nombreuses raisons, mais une en particulier qui me semble essentielle, c'est pour rebondir sur ce que disait Jean-Louis en introduction. Il me semble que sur ces questions de repenser l'économie et la démocratie, on est vraiment, en tout cas en France en particulier, enfermé dans une conception arbitraire et éminemment fallacieuse et dangereuse de ce que c'est que l'économie, de ce que c'est que le politique, de ce que c'est que la démocratie, de ce que c'est que la famille, de ce que c'est que la masculinité, la féminité, tout ceci étant complètement enchevêtré. Je pourrais multiplier les exemples, et donc se déplacer dans l'espace, dans le temps aussi, est vraiment très précieux pour se rendre compte de nos biais, de notre myopie, comme dirait Karl Polanyi, afin d'imaginer d'autres manières de vivre ensemble. On m'a convié à cet événement avec une commande très particulière à laquelle je vais essayer de répondre, qui consiste à apporter un commentaire sur une recherche en cours, coordonnée par tout un tas de personnes, mais notamment Marie-Catherine Henry et Jean-Louis et bien d'autres. La recherche ESCAPE, économie solidaire, co-construction, action publique émergente, dont l'objectif, là je lis l'intitulé de la recherche, a pour objectif de faire le point sur les démarches de co-construction entre associations et pouvoirs publics en insistant sur l'enjeu démocratique de ces démarches. Et cette recherche est faite conjointement par un consortium regroupant des acteurs associatifs, des responsables publics et des chercheurs. Alors j'ai donc lu avec beaucoup d'intérêt le rapport préliminaire qui m'a été confié, qui consiste à ce stade en une succession d'études de cas d'expérimentation territoriale susceptibles d'être qualifiées de co-construction entre société civile et autorités publiques. Alors j'ai retenu un certain nombre de points. Je ne vais pas tout dire parce que le temps est compté, mais on pourra éventuellement en reparler après avec les auteurs et les autrices de l'étude. Et puis je terminerai par un point qui me tient particulièrement à cœur, mais je laisse le suspense. Voilà. Alors, un premier point, le rôle absolument crucial de ce type d'expérimentation. Alors, si vous êtes là, ça ne vous aura pas échappé, mais je me permets quand même de le mentionner. On est dans un contexte actuel réactionnaire, de montée des autoritarismes. Soit ils sont au pouvoir, soit ils sont à ses portes. Et tout à l'heure, je faisais allusion à Polanyi parce que un certain nombre d'entre vous connaissent certainement cet auteur à qui l'on doit cette analyse de la manière dont économie et démocratie agissent de manière consubstantielle. Voilà, l'analyse lumineuse qu'il faisait de la montée du fascisme dans l'entre-deux-guerres mondiales est d'une triste actualité puisqu'on voit à quel point la montée des inégalités va de pair avec la montée des autoritarismes. En même temps, ce climat absolument délétère ne doit pas occulter les émergences, je reprends le terme qu'utilisait Jean-Louis, et l'existence, où qu'on soit, d'une multitude d'expériences novatrices qui consistent à repenser l'économique, repenser le politique ou repenser les deux conjointement. Des expériences qui sont souvent fragiles, qui se heurtent à un environnement qui est extrêmement hostile, que ce soit sur le plan économique, politique, sur le plan juridique, mais qui, malgré leurs ambivalences, malgré leur côté fragile, éphémère, ont l'immense mérite de montrer que d'autres voies sont possibles et que d'autres modèles sont possibles. Et donc, là, pour cette raison-là, ce type de recherche me semble absolument salutaire et montrer que, voilà, malgré l'ambiance réactionnaire qui a tendance à nous plomber, si on prend la peine de regarder ce qui se passe à l'échelle territoriale, on se rend compte qu'il y a quand même un foisonnement d'initiatives de toutes sortes. Alors, j'ai évidemment pas le temps de rentrer dans la richesse de l'étude qui est en cours. Simplement pour vous donner quand même un aperçu, ça couvre à la fois le champ de la sécurité alimentaire, du logement, de la vie associative, de l'évaluation des politiques publiques, de l'économie circulaire dans le domaine du recyclage du textile, des droits culturels,
On a des choses de très longue haleine qui visent à construire une nouvelle politique culturelle sur un territoire. On a des réponses à des crises. Le cas marseillais, suite à l'effondrement de 2 immeubles où il a fallu reloger des gens. Donc on a vraiment des choses extrêmement disparates. Mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette analyse, de voir que malgré la disparité des secteurs et des temporalités, il y a quand même un certain nombre de choses tout à fait similaires. Je n'ai pas non plus le temps d'être exhaustive sur, évidemment sur toute la richesse, mais j'insisterai sur deux, trois points. Quelques résultats saillants en matière d'action publique. Je prends 3 exemples. Le premier, c'est on assiste dans certains cas à un renversement total de ce que c'est que l'action culturelle, de la question culturelle, avec l'appropriation par un certain nombre d'élus de l'idée de droit culturel, c'est-à-dire que la culture, c'est pas simplement un loisir, mais c'est un ferment et un véhicule de bien vivre sur un territoire donné, et c'est un apprentissage de la démocratie. Ailleurs, voilà, le cas de Strasbourg, que j'ai trouvé tout à fait fascinant, où l'expérimentation dans le secteur du textile et de l'économie circulaire a véritablement permis, grâce à une contractualisation souple, participative, adaptée avec des structures de l'économie sociale et solidaire, à une pérennisation du service de collecte du textile. Et dans tout un tas d'autres expériences, c'est l'apprentissage, ce qui me semble être le point fort, c'est l'apprentissage de la démocratie délibérative, réelle, vécue, une démocratie qui ne se contente pas d'être une procédure, mais qui est véritablement un processus vivant, impliquant, transformateur, et qui croise les savoirs expérientiels dont parlait Jean-Louis Laville. Et donc, en ce sens, il ne s'agit pas de gérer des affaires locales, mais il s'agit de laboratoires de transformation démocratique. Donc on voit bien qu'il y a à la fois la production de choses réelles, et puis en même temps, il y a cet apprentissage de la démocratie, et parfois les deux ensemble. Et c'est ça qui me semble tout à fait intéressant. La question qu'on est un certain nombre à se poser, et je pense que c'est aussi ça qui vous anime dans cette recherche, c'est la question des conditions d'émergence de ces initiatives. Alors je ne vais pas répondre ici à cette question aujourd'hui, mais simplement souligner quelques aspects en matière de diversité de ces initiatives, puisque si on veut comprendre les conditions de possibilité, il me semble qu'il faut aussi avoir bien en tête la diversité des processus. La nature de l'objet qu'on construit. Moi j'ai repéré trois choses très différentes. Dans certaines choses, dans certaines expérimentations, on a la co-construction d'un service ou d'un dispositif très, très concret, par exemple une charte de relogement ou une mutuelle de l'alimentation. Le deuxième type d'objet que j'ai repéré, c'est la mise en place d'outils de coordination. Par exemple, un conseil de vie associative, qui donc a vocation à se pérenniser dans le temps, un observatoire. Et puis ailleurs, on a véritablement l'élaboration d'une politique publique. C'est le cas dans le cas de l'expérience de sécurité alimentaire, par exemple, qui est encore assez prémisse, et l'avenir nous dira si ça véritablement se met en place. Mais il y a vraiment cette volonté de mettre en place une politique, de co-construire une politique publique entre différents acteurs. Après, on a bien d'autres aspects, éléments de diversité, en termes de degré de formalisation institutionnelle, depuis des choses qui sont quand même très informelles jusqu'à des choses qui vont être inscrites dans le droit local et dans les budgets. Donc on voit bien que là, il y a un continuum de degrés d'institutionnalisation. On a aussi une très grande diversité en termes de degrés et de modes de participation, co-construction, sachant que le terme, je ne vais pas développer, mais n'est pas forcément utilisé par les acteurs. Depuis des expérimentations où il y a de la consultation jusqu'à la codécision, il y a tout un continuum, la codécision étant quand même assez rare et complexe pour plein de raisons sur lesquelles je vais revenir. Autre aspect qui me semble tout à fait central, c'est de répertorier la diversité des effets qui sont produits sur l'action publique. On a je l'évoquais à l'instant, mais je le répète, dans certains cas, la création ou l'adaptation de dispositifs publics, cette charte de relogement par exemple. On peut aussi avoir une meilleure adéquation des politiques avec les besoins des différents publics d'un territoire donné, par exemple sur la question de la sécurité alimentaire. On a aussi, en matière d'action publique, l'introduction de nouveaux référentiels, particulièrement sur cette question de la culture, moi, qui me semble tout à fait centrale.
On observe aussi une évolution des modes d'élaboration de ces actions publiques, parce que derrière la co-construction, il y a quand même tout un tas de choses extrêmement variées, avec l'expérimentation de tout un tas de formats très divers, hein, qui autorisent cette co-construction, des ateliers thématiques, des espaces hybrides, tout un tas de techniques pédagogiques, d'éducation populaire qui sont testées. Ça, c'est sur l'action publique. Ensuite, si on a sur la question des relations entre acteurs, puisque ça, c'est quand même l'enjeu central, hein, où là, on observe aussi différentes choses, depuis un renforcement de la coopération entre différents types d'acteurs, une meilleure interconnaissance entre des élus, des techniciens, des associations, des citoyens, un apprentissage réciproque de logique institutionnelle d'un côté et citoyenne de l'autre, la création de collectifs hybrides. Voilà, là aussi l'avenir nous dira s'ils parviennent à se maintenir. Et puis une amorce, et là je reviendrai là-dessus parce que c'est ça qui me semble, qui est évidemment le plus compliqué, de la question du pouvoir. Avec une amorce, mais qui est tout à fait amorce, il ne faut pas le prendre de manière péjorative, mais quand vous avez sur un territoire donné une reconnaissance des savoirs citoyens, ce que disait Jean-Louis Labic tout à l'heure, ça me semble être un résultat central, même s'il n'y a pas une production concrète de quelque chose, mais le simple fait de reconnaître des savoirs citoyens, c'est quand même quelque chose d'essentiel. On a aussi, alors j'ai plus l'exemple en tête, mais en Bretagne, sur la question des conseils de vie associative, une reconnaissance du secteur associatif comme un corps intermédiaire. Alors, c'est ce qui est espéré, c'est ce qui est en cours. On n'en est pas encore, si j'ai bien compris, encore là, mais c'est tout l'objet de cette co-construction est véritablement d'en arriver là. Et ça aussi, ça me semble central, à cette revalorisation. Et là aussi, la question de la reconnaissance, hein, du rôle crucial des associations pour faire vivre un territoire. Et puis parfois, une redistribution, mais qui ne va pas sans conflit, de qui est autorisé et légitime pour définir l'intérêt général. Et ça me semble vraiment central. Le temps passe. Je vais juste finir quand même sur cette diversité des effets, sur la question des collectifs et de la société civile. Là, on assiste dans un certain nombre de cas à une sorte de capacitation, je ne sais pas si le terme est très... mais voilà, montée en capacité d'acteurs associatifs et citoyens, là aussi qui me semble absolument central, même si c'est probablement très variable suivant le type d'acteurs associatifs et le type de citoyens et de citoyennes auxquels on s'intéresse. Je vais y revenir je vais y revenir maintenant, en fait, voilà, pour terminer. Et, comme je suis quelqu'un de très discipliné, je ne vais pas dépasser le temps qui m'a été imparti. Je veux, pour terminer, finir sur la question du pouvoir. Alors, c'est évoqué dans le rapport. Il y a notamment une des études de cas qui insiste beaucoup là-dessus, en montrant à quel point le processus qui a été enclenché se heurte quand même à un certain nombre de résistances. Parce que co-construire, c'est aussi partager le pouvoir. Et le pouvoir, eh quand on l'a, en général, souvent, on ne veut pas le lâcher. Et donc, voilà, ça paraît évident, mais je crois que ça mérite d'être rappelé. Malgré toutes les avancées et tous les effets positifs que j'ai évoqués, je reviens sur ce que je disais en introduction, hein, sur le côté chaotique, fragile de ces expérimentations. Et le point d'achoppement récurrent, c'est quand même cette question de l'asymétrie des positions. Hein, on veut bien dialoguer, on veut bien négocier, mais quand il s'agit de prendre des décisions et de gérer des budgets, c'est plus compliqué. Pour des questions parfois légales. Une collectivité locale ne peut pas déléguer la gestion de son budget. Une collectivité locale a quand même des prérogatives très précises dans la manière de prendre des décisions. Mais c'est aussi des personnes, des élus par exemple, qui s'accrochent à leur position et à leur rôle d'élu et de prise de position qu'ils ont bien du mal à déléguer ou à partager, et qui supposerait donc une conception radicalement différente de qu'est-ce que c'est que d'être élu sur un territoire. Et donc, dans le rapport est évoquée cette question des asymétries persistantes entre élus, administration et société civile. On pourrait se poser la question des asymétries de position entre classes sociales, et je crois que toute la particularité de l'économie sociale et solidaire, c'est précisément cet effort plus ou moins abouti, mais qui est quand même très fréquent, de mixage des publics, et d'éviter d'associer et de cantonner l'économie sociale et solidaire à une économie des pauvres. Une autre question centrale en matière de pouvoir, c'est cette question entre hommes et femmes.
Et ce point reste un angle mort, à la fois d'un tout un tas d'expérimentations, de tout un tas de recherches qui sont menées. Alors, pourquoi c'est aussi important de s'intéresser à ces questions, et ce sera mon dernier point. Bon, ça ne nous a pas échappé que les femmes constituent la moitié de l'humanité, mais c'est pas que ça. Deux choses. La première, c'est que s'intéresser aux inégalités de genre, c'est nécessairement explorer l'ensemble des inégalités, puisque les inégalités de genre sont toujours entremêlées, articulées avec des inégalités de classe, de race, d'appartenance sexuelle, d'appartenance territoriale, d'appartenance géographique. Ce point me semble vraiment central. Hein, les normes de genre sont systématiquement employées pour affirmer des inégalités de classe. Hein, c'est par les normes de respectabilité de la femme bourgeoise qu'on apprécie la décadence des milieux populaires. C'est par les normes de respectabilité de la femme blanche qu'on apprécie l'infériorité des milieux racisés. Hein, je pourrais continuer les exemples. Donc ça, c'est un deuxième argument en faveur de la question des inégalités, de la prise en compte des inégalités de genre. S'intéresser aux inégalités de genre, c'est s'intéresser à toutes les formes d'inégalité. Et le dernier point, et donc en rebondissant sur ce que disait aussi Jean-Louis Laville, toutes ces définitions qui nous enferment, qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que le pouvoir, elles sont indissociables de définitions des masculinités et des féminités. Et c'est ça qui est, je crois, difficile à comprendre, et c'est ça que je veux, ce sur quoi je veux insister. Alors, Jean-Louis Laville, avec ses talents habituels de tribun, nous a refait une histoire tout à fait convaincante de la science. Je suis évidemment incapable de faire ça. Jean-Louis, tu as fait allusion à la dimension patriarcale et coloniale. Je veux juste revenir sur ce point. On sait à quel point aujourd'hui les objets d'études scientifiques sont socialement et politiquement construits, et ils sont aussi construits sur l'infériorité supposée de certains groupes sociaux, les femmes et les Suds, les contextes postcoloniaux. Vraiment, j'insiste sur à quel point la science est construite de manière androcentrique et ethnocentrique, en s'adossant à un référentiel masculin, occidental, qui est vu comme universel. Et avec cette idée que les activités considérées comme féminines ou non occidentales, ou bien associées à des intérêts féminins ou non occidentaux, ont été dévalorisées ou tout simplement écartées. L'économie comme discipline s'est construite sur l'analyse des échanges marchands. Hein, l'économie, c'est le marché. L'économie, c'est l'homo economicus, qui recherche son intérêt personnel, qui est régi par la concurrence. Cet homo economicus, c'est un homme. Parallèlement, toutes les normes de féminité ont appris aux femmes, ont dressé les femmes pour que ce soit des êtres d'abnégation, de don, de dévotion à la famille. Et donc, tant qu'on ne changera pas ce référentiel, changer l'économie est voué à l'échec. Hein. On pourrait faire la même chose sur le pouvoir. Voilà, tant qu'on associera la masculinité au fait d'exercer le pouvoir, comment voulez-vous que les élus du territoire breton qui sont engagés dans ces démarches de co-construction renoncent à leur pouvoir, hein. Et je pourrais multiplier sur l'agronomie, hein, qui s'est focalisée sur certains types d'espèces au service d'une forme d'intensification de modernité agricole, en écartant les savoirs expérientiels des femmes, des communautés autochtones, sur des formes d'agriculture de subsistance. Les sciences physiques se sont créées et ont longtemps et sont encore aujourd'hui étroitement liées à l'industrie de l'armement. Hein. Et bien au-delà de ces quelques exemples, toutes les disciplines et thématiques de recherche souffle de ces biais inhérés au genre et à ces idéaux de masculinité et de féminité qui sont inscrits dans nos manières d'être, dans notre chair, dans notre identité la plus intime. Donc si on veut sortir d'une vision de l'économie comme un lieu d'affrontement entre individus rationnels, égoïstes, si on veut sortir d'une vision de la compétition comme un mode de régulation efficace, si on veut sortir d'une science physique au service de l'armement et de la guerre, si on veut sortir de sciences agronomiques au service de l'intensification agricole et de la destruction du vivant, il faut mener ce combat avec une lutte contre un monde binaire, hiérarchisé, selon des normes de genre et de race, et à toutes les échelles. C'est compliqué, on l'en voit tous les jours, mais si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Je m'arrête là.